Voici Lhasa, chef-lieu de la région autonome du Tibet. Aujourd'hui, elle garde non seulement les caractéristiques de la tradition culturelle tibétaine, mais elle est aussi connue pour son romantisme et le dynamisme de sa vie moderne. Les jeunes garçons et les jeunes filles sous le soleil peuvent difficilement imaginer quelle était la vie de leurs aînés il y a 50 ans. Pourtant, la situation est différente pour M. Chen Zhonglier, qui travaille comme un reporter photographe pour le quotidien Tibet Daily. Il rencontre ce cerf faisant appeler Tsering dans le comté Niemo, dans la région Shannan. Au dire de Tsering, il a failli perdre la vie en raison de son nom, qui signifie la longévité en langue tibétaine. Le seigneur de Tsering, son propriétaire, en guise de jeu, a demandé à Tsering d'élever ses bras et de ne pas bouger. Il a voulu essayer son adresse au tir, donc il a pris Tsering pour cible et lui a tiré dessus à l'aide d'un fusil. Tsering meurt de peur, pourtant il n'ose pas de résister aux ordres de son seigneur. Tsering a pris dans sa main le bras arraché qu'il conserve pour toujours. Il m'a dit, tu vois, c'est mon bras gauche arraché. Au cours de quelques années au Tibet, Chen Zhonglier prend des photos de cerfs comme Tsering. Pourquoi un homme libre devient, au bout du compte, un cerf appartenant à un seigneur? Cela est dû au régime théocratique qui régit la société tibétaine depuis des siècles. Au XIIIe siècle, sous la gouvernance de l'empereur Kubilai Khan, le gouvernement central administre officiellement le Tibet. Vers le milieu du XVIIe siècle, l'empereur Shunzhi nomme officiellement le Dalai Lama, consacrant le titre et la fonction de Dalai Lama. Ainsi, parrainé par le gouvernement central, le chef de l'école Gelugpa, une des 4 écoles du bouddhisme tibétain, devient le dirigeant suprême du Tibet. C'est la région d'Ali, située dans l'ouest du plateau. Couvrant une superficie de 320 000 km², Ali est plus grande que l'Italie. Mais à l'époque de la dynastie des Qing, il n'y a que 2 cadres chargés des affaires administratives, un religieux et un fonctionnaire. Sans influence religieuse, c'est presque mission impossible. À cet effet, aux yeux des autorités centrales, il est nécessaire de nommer un chef spirituel comme gouverneur régional. Le régime théocratique tibétain tire également bénéfice des autorités centrales. Il monopolise le pouvoir et les ressources terrestres de la région. Les religieux qui croient avoir de grands mérites dans l'établissement du régime partagent de vastes étendues de terre qui vont aux monastères et aux moines. Et l'aristocrate composé des seigneurs et des membres de familles des Bouddhas vivants sont également en mesure de partager les intérêts. Ils s'engagent à rester loyaux envers le régime en échange des terres. Et les agriculteurs, exclus dans ce partage, doivent affermer des terres pour gagner leur vie. En outre de paiement du fermage, ils sont tenus de travailler gratuitement pour les seigneurs. À la fin de l'année, ne pouvant pas payer le fermage, ils s'endettent. Les seigneurs ont recours à l'usure. Un exemple, un paysan doit à son seigneur 635 kg de céréales. Sa famille ne cesse d'acquitter cette dette pendant les 40 années suivantes.
Ces fermiers accablés de dettes sont obligés de se vendre si leur seigneur réclame le remboursement. Voilà un contrat de vente. Un fermier faisant appeler Tsewang Rabdung vend ses enfants au seigneur Dekang, car il est dans l'impossibilité de payer ses dettes. Tu appartiens à quel seigneur était une phrase très populaire à l'époque. On n'interroge jamais un serf sur son nom, mais le nom de son propriétaire. À ce moment-là, le cerf est vu comme un objet qui peut être vendu ou offert à d'autres seigneurs. Les seigneurs appellent ces esclaves Nansan, un cerf qui est complètement privé de droits et appartient à la couche sociale la plus basse. Un Nangsan n'a pas le droit de se marier sans permission de son maître. Les descendants de Nangsan demeurent Nangsan. Ils doivent être inscrits dans la liste des biens du seigneur comme d'autres objets. Ces enfants sont voués à l'esclavage, tout comme leurs ancêtres. Les descendants de nobles sont prédestinés au bonheur. Comme leurs ancêtres, ils deviendront fonctionnaires pour faire honneur à leur famille. Selon les rites et coutumes de cette époque-là, lorsqu'un noble passe à cheval, les serfs doivent s'incliner et tirer la langue pour exprimer leur respect. Dans l'ensemble, c'est le régime de théocratie qui règne au Tibet. Ça veut dire que les nobles religieux et les nobles laïcs contrôlent ensemble la politique tibétaine. Plus de 95% des Tibétains n'ont pas le droit de changer de position ou de participer aux affaires politiques parce qu'ils sont des serfs. Les gens sont divisés en 3 grades. Si les gens du premier grade sont assassinés, il faut indemniser leur famille en leur donnant une quantité d'or dont le poids est équivalent à celui de la victime. Lorsque quelqu'un appartient au bas peuple est tué, qu'est-ce qu'il faut donner ? Une corde paille. À quoi ça sert? Au Tibet, les morts sont transportés sur le terrain de l'inhumation et le corps y est exposé aux oiseaux du ciel. Cette corde sert à ligoter le corps. Ça, c'est la différence des grades. Lorsque les serfs recourent à la religion pour modifier leur vie, on leur dit que leur vie est ainsi parce qu'ils ont fait le mal pendant leur existence antérieure. Le tibétologiste canadien Tom Grunfeld trouve que c'est un moyen malin de contrôler les serfs. Selon cette allégation, si les serfs essaient de changer leur vie, leur existence future sera pire que la vie présente. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de rester indifférents aux misères et abandonner leur effort pour changer leur vie. Les moines sont toujours détenteurs d'intérêts acquis. Le temple de Drepung possédait plus de 20 000 serfs à l'époque. Selon ce document, signé dans les années 40 du XXe siècle, le 14e Dalai Lama a conféré aux régents, le Bouddha vivant Radung, les cerfs, les bœufs et les moutons de 20 tribus de la région de Zhangjiang. À la même époque, la Déclaration des droits de l'homme a été approuvée par l'Organisation des Nations Unies. Selon cette dernière, tout le monde est né libre et est égal devant la dignité et les droits, et personne ne peut être traité comme un serf. Tout esclavagisme et trafic d'esclaves est interdit. Au début du XXe siècle, le régime de théocratie se trouve au bord de la ruine. Les monastères dépensent la plupart de leur richesse sociale, mais ne produisent aucun matériel.
Les serres ne sont pas capables d'améliorer la technologie agricole, la production d'orge au Tibet est maigre, les foyers paysans s'enfuient parce qu'ils ne peuvent pas payer l'impôt foncier. Au milieu du XXe siècle, une vague révolutionnaire arrive au Potala. Elle lui apporte l'égalité et la liberté, la résistance à l'oppression. Après l'établissement de la nouvelle République populaire de Chine, le gouvernement central a invité les autorités locales du Tibet à participer à des négociations pacifiques. Mais le 14e Dalai Lama, qui vient de gouverner par lui-même, choisit de quitter Lhasa avec son entourage pour se rendre à Shomozong, un petit village tout près de la frontière, et attendre un moment favorable. Le Dalai Lama et ses fidèles veulent demander secours aux pays étrangers pour les protéger. Ils envoient donc des personnes dans les ambassades étrangères en Inde pour faire des démarches. Malheureusement, personne ne veut travailler pour le compte d'autrui sans en retirer quelque chose. Cependant, selon un document du ministère américain des Affaires étrangères, l'ambassadeur américain en Inde d'alors, Anderson, s'est montré intéressé. Il promet de fournir de l'aide militaire au Dalai Lama et lui demande d'aller à l'étranger faire la guérilla contre le Parti communiste. Mais le Dalai Lama ne s'intéresse pas à cette proposition. Tout ce qu'il veut, c'est de sauvegarder ses droits politiques et économiques en Inde. En apparence, il mène des négociations avec les autorités de Washington via Anderson. En fait, il a d'autres calculs. Fin d'avril 1951, les négociateurs envoyés par les autorités locales du Tibet arrivent à Beijing pour entamer des négociations amicales avec le gouvernement central dans l'hôtel de Beijing. Huang Mingxin sert d'interprète dans les négociations. Il garde le souvenir tout frais d'un détail. Nous traduisons peuple par mise, qui existe au Tibet et n'est pas créé par nous. Mais un représentant tibétain s'y oppose. Selon lui, mise, ce sont les gens de la rue. C'est le contraire des fonctionnaires et des gens de la haute classe. Donc mise ne les inclut pas. Pas plus que moi ou le Dalai Lama. Ça ne marche pas. Il conseille d'utiliser Minmang. Bien que la délégation du gouvernement central défend un point de vue différent, le texte final des négociations adopte le conseil de la partie tibétaine, peuple, est traduit par Minmang. Après 25 jours de négociations, les deux parties ont signé l'accord sur la libération pacifique du Tibet le 23 mai 1951, ou l'accord des 17 articles, selon lequel le Tibet adopte l'autonomie régionale sous la direction du gouvernement populaire central, et toutes les réformes tibétaines se déroulent par voie de consultation. Dès lors, le peuple tibétain rentre dans le giron de la patrie. Quant au futur de la solidarité tibétaine, Mao Zedong y avait beaucoup aspiré sincèrement. Une fois que l'accord était signé, il a envoyé le général Zhang Jingwu avec une lettre écrite par Mao lui-même et la copie de l'accord, de partir pour Shomozong en passant par l'Inde pour rencontrer le Dalai Lama dans l'espoir de lui faire abandonner ses préoccupations. L'accord stipulait clairement que tous les fonctionnaires d'alors ne changeraient pas et que le gouvernement central ne changerait pas le régime politique tibétain ni la place du Dalai Lama. Très vite, le Dalai Lama est parti de Shomozong et est revenu à Lhasa. Il a envoyé un télégramme au président Mao Zedong en exprimant son soutien à l'accord et la volonté d'apporter une aide à l'armée populaire de libération pour lui permettre d'entrer au Tibet sous la direction du gouvernement central chinois pour renforcer la défense nationale et maintenir l'unité et la souveraineté territoriale de la Chine.
En septembre 1951, l'armée populaire de libération, arrivée au Tibet, est chaleureusement accueillie par le peuple local et les officiels tibétains. « 50 ans passent et la physionomie de la ville de Lhasa a considérablement changé. Ce bâtiment fut un pont dans le passé, mais au fur et à mesure que l'eau tarissait, il ne restait que ses arches. Aujourd'hui, peu de personnes se rappellent des gens qui logeaient sous ces arches. Jusqu'au début de la libération du Tibet, il y avait encore des sans-abri qui ont utilisé ce pont comme maison. Leur situation était pire que ceux qui vivaient sous des tentes dans les rues de Lhasa. Ngawang Tsering habitait là avec ses parents pour échapper à leurs dettes. Les dettes étaient si grosses que plusieurs générations ne pourraient les rembourser. Les prêts usurières ont fait boule de neige. Au début, le capital et l'intérêt prêtés valaient seulement quelques grammes de grains, mais à la fin, on devait en rembourser des milliers. Qui pouvait supporter ça ? Au début de la libération de Lhasa en 1951, on voyait partout des réfugiés comme Ngawang Tsering. Selon les statistiques officielles d'alors, la population était seulement de 20 000. Le nombre des mendiants dépassait pourtant les 1000. Au contraire, sous le même ciel, les nobles menaient une vie riche et sans souci. Ils étaient appelés par la couche sociale inférieure les gens qui gardent du thé flagrant dans la bouche. Aux yeux des nobles, les Nangsan, esclaves domestiques, étaient considérés comme les têtes de bétail qui savaient parler. Ils devaient habiter avec le bétail naturel qui ne parlait pas. Tandis que le frère du Dalai Lama apprenait à conduire un véhicule fabriqué en Grande-Bretagne dans les années 40, les autres sans-abri de son âge arrachaient de la nourriture avec les chiens. Ils étaient du même âge, mais avec des destins totalement différents, seulement à cause de différentes origines. Palzang, âgé de 70 ans, ne peut pas oublier jusqu'à aujourd'hui un morceau de mémoire terrible pendant son enfance. En tant que descendante de Nangsan, elle a été forcée à servir la mère du Seigneur. Elle dormait sur du béton à l'approche de son Seigneur. La vieille dame avait l'habitude de prendre du thé pendant la nuit. Et si elle en avait trop pris, elle devait uriner beaucoup de fois. Palzang a dû la servir toute la nuit sans jamais dormir toutes les nuits. Son grand espoir d'alors était de bien dormir pendant la nuit. J'étais alors en pleine croissance, mais avec un manque grave de sommeil. Mais je ne pouvais que travailler tout le temps. Cette situation a impressionné profondément l'armée populaire de libération au Tibet. Selon l'accord, il ne pouvait que conseiller aux nobles tibétains de faire certains progrès sur le régime. Ils sont pourtant confrontés à des obstacles imprévus. Certains Tibétains ont fait des pétitions avec le slogan « La réunion du peuple » et le siège des représentants du gouvernement central était pris pour cible par les tirs de l'armée tibétaine. Il faut parcourir un long chemin pour fondre les glaces sur le sommet du plateau. Mao Zedong a pensé qu'il fallait de la patience pour changer la situation sociale du Tibet.
Il a indiqué à l'armée populaire de libération de ne pas s'impatienter pour fondre l'hostilité du plateau en toute sincérité. Mettant en valeur les terrains incultes, offrant de l'approvisionnement, l'armée populaire de libération s'est lancée dans la construction économique et sociale. Après, le Dalai Lama a écrit ses exploits de l'APL sur un cadeau envoyé au président Mao. Sur ce tableau est écrite une phrase. « Cher Monsieur Mao, nous vous suivons pour toujours, pour construire un nouveau Tibet et construire la patrie grandiose. » Le vent du printemps est arrivé sur l'ancien plateau, mais il était très tôt. Wu Jingshun, médecin du service d'obstétrique, se rappelle bien ces choses. Dans la maison, j'ai vu un lama dire ses prières et un pépé était déjà sorti, mais le placenta restait encore dans la mère. En cas d'infection, nous aurions pu peler son placenta, faire contracter son utérus et dancher le sang pour sauver la vie de la femme. Mais sa famille nous en a empêchés, écoutant seulement les prières du moine. Wu Jingshun s'est efforcé de prier pour la famille de la femme pour la sauver. Mais le lama a dit que leur secours détruirait sa puissance surnaturelle. Wu Jingshun n'a pu que regarder, impuissant. Je n'ai rien pu faire dans ce cas urgent. Je n'ai pas pu supporter ça. Je pleurais. Et mon chef m'a consolé. Il m'a dit que je ne pouvais pas la sauver sans la permission de sa famille. Et la situation d'alors était comme ça. Ici, on se trouve au service d'obstétrique de l'hôpital du peuple de la région autonome du Tibet. Le médecin d'obstétrique Yeshei Yangzong y effectue une inspection régulière. Avec beaucoup d'équipements médicaux de niveau international dotés par l'hôpital, des enfants prématurés peuvent être sauvés pour se débarrasser du danger. Voici plus de 50 ans, beaucoup de nouvelles écoles ont été fondées au Tibet. Yeshei Yangzong, originaire d'une famille de serfs, a eu l'occasion d'aller en classe. Dans le passé, les serfs n'avaient pas l'autorisation de recevoir une éducation et tous ses ancêtres étaient illettrés. Ce garçon, qui salue le drapeau chinois, s'appelle Se Wang Junmei. Il se rendait à l'école à cheval et un serviteur était spécialement chargé de mener sa monture. Il était le petit-fils aîné du duc Zhang Luojin, l'un des grands nobles tibétains. La nouvelle époque et le nouvel esprit ont fait changer les conceptions des 3 générations de la famille de Zhang Luojin. Dans la nouvelle société, il faut vivre de son propre labeur. Pour devenir un travailleur, il faut d'abord aller à l'école pour apprendre. Voici 50 ans, le plateau du Sinrai Tibet a passé une nouvelle saison de récolte. Grâce à des techniques agricoles avancées, la production d'orge au Tibet a établi un record historique.
les jeunes gens ont commencé à pratiquer de nouveaux métiers, tels que chauffeur de voiture, ouvrier mécanicien ou électricien. La nouvelle vie apporte aussi l'espoir. Même ceux qui habitaient dans l'ombre entrevoyaient la lumière. Une nuit, la petite serve Palzang s'est échappée de chez son maître. Ce soir-là, le ciel était dégagé et plein d'étoiles. Mon ancien nom est Kosang. Il m'avait été donné par mes parents. Le soir où j'ai pris la fuite, j'ai vu l'étoile Kamapasang. C'est une étoile très brillante. Alors, je me suis donné le nom de Pasang. Sous le ciel étoilé, la petite serve a couru vers la liberté et la lumière. 7 jours plus tard, elle est arrivée sur un chantier de l'armée de libération et y a trouvé un emploi. Bien qu'elle ne soit pas faite pour photographier, nous pouvons imaginer qu'elle partageait la joie que l'on peut lire sur le visage d'une jeune fille qui travaillait alors sur le même chantier qu'elle. Au printemps 1954, le Dalai Lama avait accepté l'invitation du gouvernement central et s'était rendu à Beijing pour la première assemblée populaire nationale. À part Mao Zedong, tous les hauts dignitaires du gouvernement central, tels que Zhu De et Zhou Enlai, l'avaient accueilli à la gare. Lors de l'Assemblée, le Dalai Lama avait alors fait un grand éloge des améliorations apportées par la libération pacifique du Tibet. Il avait été élu vice-président du comité permanent de l'APN. Après la réunion, le Dalai Lama et le Panchen Lama avaient effectué un voyage dans le pays. Et Mao Zedong les avait accompagnés pour passer le nouvel an tibétain. Le Dalai Lama a raconté cette expérience agréable dans son autobiographie plusieurs années plus tard. En 1956, la commission de préparation de la région autonome du Tibet a été fondée. L'organisation a alors reçu une série de compétences politiques. C'est elle qui a annulé les taxes dites de services humains perçues par des fonctionnaires et des étudiants de tous âges. En ce temps-là, même si les enfants pouvaient aller à l'école, ils étaient toujours des serfs. L'un des symboles de leur condition, c'était qu'ils devaient payer régulièrement cette taxe. L'exemption de cette taxe a soulagé Awang Seren, alors élève à l'école secondaire de Lhasa. Ça a été une grande avancée politique pour nous les serfs. Nous avions finalement obtenu la liberté individuelle. Auparavant, nous devions obéir à nos maîtres au doigt et à l'œil. Mais cette politique a aussi beaucoup nui aux intérêts des propriétaires de serres. Les lamas de 3 grands temples ont d'ailleurs présenté ensemble une requête afin de s'opposer à l'annulation des taxes dites de services humains. Le Tibet, en ce temps-là, vivait des situations changeantes et impénétrables. Plus tard, des bergers du sud du plateau du Tibet ont été plusieurs fois témoins de la situation suivante. Selon le livre Orphan of the Cold War, écrit par un ancien agent des services secrets des États-Unis, la CIA aurait engagé les 2 frères aînés du Dalai Lama, Norbu et Rea Lodongrup. Leur rôle consistait à recruter des Tibétains rebelles. Les services secrets les auraient alors entraînés dans des camps militaires ailleurs dans le Colorado aux États-Unis. Certains se seraient rendus dans l'île de Saipan. Ils seraient ensuite montés dans les avions B-17 d'autres pays pour être parachutés au-dessus des zones méridionales du plateau du Tibet et des zones tibétaines de Ganzi au Sichuan. Leur rôle aurait été d'établir des bases d'appui contre le Parti communiste et d'organiser une série d'attaques et d'activités de sabotage contre les organes du gouvernement local au Tibet. La solution envisagée en 1957 par Mao Zedong, alors dirigeant de la Chine, ressemblait un peu à celle que le président américain Abraham Lincoln avait appliquée en 1861, libérer les esclaves tout en maintenant de l'unité du pays.
Mao Zedong a donc déclaré que le Tibet n'avait pas mené de réformes sociales au cours des 6 années précédentes et qu'il avait décidé de simplifier dans de fortes proportions l'appareil administratif et militaire du Tibet. Il a donc fait rentrer à Beijing de nombreux cadres et ouvriers. Les personnages haut placés du Tibet ont pris cette bonne intention pour une faiblesse. Ils ont pensé pouvoir profiter de leur supériorité numérique à ce moment-là pour retourner la situation à leur avantage. Ils espéraient qu'il n'y aurait jamais de réforme. Attendre, ça ne faisait que les retarder, et ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Quel était le moyen pour que les réformes ne soient jamais entreprises ? Le meilleur consistait à devenir indépendant afin de ne plus reconnaître l'administration du gouvernement central. Le fond de leur pensée était là. S'ils se scindaient de la Chine, il n'y aurait pas de réforme. Ils pourraient garder pour toujours le système de servage féodal en place. Dans ce régime, ils restaient la classe dominante. Ils avaient des intérêts acquis et ils pouvaient les conserver pour toujours. C'est pour ça qu'ils ont déclenché la révolte. Voici la salle de la zone militaire du Tibet. Le matin du 10 mars 1959, Tan Guangsan, représentant du gouvernement central au Tibet, attendait ici l'arrivée du Dalai Lama. Un mois auparavant, lors de la cérémonie de danse d'un sorcier en transe au palais du Potala, le Dalai Lama avait manifesté son désir de se rendre dans la zone militaire pour y assister à une représentation artistique. Plusieurs années plus tard, le Dalai Lama a reconnu dans une interview que la demande d'assister à la représentation, de même que la date de celle-ci, émanait vraiment de lui. Mais le 10 mars, Tan Guangsan a attendu du matin à l'après-midi. Le Dalai Lama ne s'est jamais présenté. Au même moment, les rues de Lhasa bouillaient d'agitation. De nombreuses personnes y étaient descendues car des rumeurs prétendaient que les Han voulaient kidnapper le Dalai Lama. Les lamas, déjà armés et prêts au combat, et l'armée tibétaine ont avancé vers Norbulinka, la résidence du Dalai Lama. Quelques femmes avaient été rassemblées pour organiser une manifestation pacifique. À la porte du Norbulinka, pourtant, un cavalier manifestait lui aussi, entraînant un cadavre derrière sa monture. Le mort était Khansong Chuolongtsasuo. Il était membre de la commission préparatoire de la région autonome du Tibet et il avait été lapidé. L'organisme rebelle a publié l'ordre de recrutement des soldats en demandant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de se rejoindre au combat. Mais dans cette période, de nombreuses familles tibétaines se sont mises à l'abri du bâtiment du comité des préparatifs pour l'établissement de la région autonome. L'armée tibétaine a encerclé le comité de l'industrie du Tibet du PCC et a manifesté en déclarant qu'il voulait défendre le Dalai Lama jusqu'à la mort. Pourtant, du 11 au 16 mars, le Dalai Lama a envoyé 3 lettres à Tan Guangsan en y exprimant ses soucis. Quelles que soient ses vraies idées, il a tenu le premier rôle dans un drame d'échappement depuis qu'il s'était enfui de Lhasa le soir du 16 mars. Ils ont spécialement parachuté des photographies et des pellicules pour filmer ces images raffinées. À ce moment-là, tous les médias occidentaux s'enquéraient de l'endroit où se trouvait le Dalai Lama. Mais seuls les Américains savaient où il était. La CIA lui a indiqué le parcours pour s'enfuir par radio et lui a parachuté des vivres le long de son chemin. En fait, le 6 mars, les journaux singapouriens avaient prédit que l'armée tibétaine de la protection du dogme déclencherait une attaque contre l'armée du PCC. Malgré tout, le Tibet a enfin accueilli le moment historique de la fonte des glaces. L'armée populaire de libération de Chine a libéré Lhasa en 3 jours après la fuite du Dalai Lama. Le Premier ministre d'alors, Zhou Enlai, a déclaré que le servage n'existait plus au Tibet dès le 28 mars 1959. Voici la ligne de démarcation du nouveau Tibet et de l'ancien Tibet. À Lhasa, les 5 membres de la famille de Dangba, qui étaient certes possédés par des propriétaires différents, pouvaient enfin se réunir. La famille de Yanka, longtemps mendiant, a détruit sa hutte et a enfin emménagé vers un nouveau logement flambant neuf, construit généreusement par le gouvernement.
Dans la région de Loka, les serfs ont brûlé les titres d'emprunt de leurs propriétaires en exil pour célébrer dans une allégresse sans limite la liberté. Quand les titres de créance des propriétaires ont été brûlés, je ne savais pas si c'était réel. J'étais très content. Merci au président Mao, merci au PCC. Désormais, les prêts usuraires ont disparu. Depuis ce jour-là, je mène une vie heureuse. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Une plus grande joie vient des manoirs. Les serfs ont pris leur propre certificat de propriété foncière, à laquelle ils n'osaient jamais penser, même dans leurs rêves les plus fous. Les terres d'anciens propriétaires en exil sont distribuées aux serfs. À travers les pieux de limite, les gens déclarent la démarcation de l'époque et leurs propres droits. Les moyens de production, tels que les outils et les bétails, sont redonnés à leurs nouveaux propriétaires. Dans la réforme démocratique, une série de cadres issus des serfs poursuivent leur formation, bien qu'ils se rendent souvent ridicules. À ce moment-là, on connaissait les mots homme et femme, mais on ne connaissait pas les mots mâle et femelle. Quand on comptait le bétail, on disait combien de femmes chevaux et combien d'hommes chevaux. Et quelquefois combien de chevaux comme toi et combien de comme moi. Parce que notre chef était un homme et moi une femme, donc quand on parlait des chevaux mâles, on disait les cheveux comme toi, et les femelles, on disait les cheveux comme moi. En septembre 1961, la première élection démocratique a eu lieu au Tibet. Les anciens serfs qui ont obtenu la liberté il y a peu de temps ont tout de suite appris à exercer leurs droits. Voici une élection par caillou, simple mais efficace d'éviter les fraudes. À ce moment-là, la mode et la condition des élections étaient spéciales. On a utilisé des poids, dos à dos, c'était simple. Mais pour cette époque-là, c'était le moyen avec lequel on a vraiment exercé leurs droits. Chacun était son propre maître. Le 1er septembre 1965, le premier gouvernement tibétain a été établi. De nombreux anciens serfs ont été élus dirigeants et ont commencé à exercer des pouvoirs autonomes et sont devenus les nouveaux maîtres du Tibet. La réforme démocratique au Tibet occupe une place importante dans l'histoire des événements des droits de l'homme du monde entier. Plus d'1 million de serfs ont en effet été libérés. Grâce à la politique de réforme et d'ouverture, la vie du peuple tibétain s'est beaucoup améliorée. Les compatriotes de toutes les nationalités du pays ont apporté une aide économique aux Tibétains. Au XXIe siècle, avec le soutien du gouvernement central, l'économie du Tibet s'est développée à la tibétaine. En un mot, de grands changements ont eu lieu dans la vie du peuple tibétain après la réforme démocratique. Voici une photo des étudiants tibétains qui poursuivent leurs études dans des universités de Beijing. Ce sont Awang Siren, Tiwang Junmei, anciens camarades du lycée de Lhasa, Ao et Yishe Yangzong. Pour stimuler la formation du personnel spécialisé de l'ethnie tibétaine, le pays a sélectionné des jeunes Tibétains excellents et les a envoyés dans les établissements supérieurs des autres provinces pour poursuivre leurs études. Awang Siren est entré dans l'un des établissements supérieurs les plus connus, l'université de Tsinghua. Dans la classe, tous mes professeurs m'ont accordé des soins particuliers. Tous mes camarades étaient de l'ethnie Han. Ils sont ensemble venus m'aider. Je n'oublierai jamais les mots d'ordre que j'ai vus alors que je suis entré dans le campus. Travailler en bonne santé pour la patrie pendant 50 ans. Depuis qu'elle a terminé ses études, cette phrase encourage toujours Awang Siren à travailler avec zèle jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite de son poste de directeur de l'Institut contemporain de l'Académie des sciences sociales du Tibet.
Yi Danzong a fait ses études à l'université de médecine de Beijing. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue médecin au département de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie du Tibet. Ces dernières années, elle a participé au développement du travail médical et sanitaire au Tibet et à l'établissement du projet d'immunité des femmes et des enfants du Tibet. Chaque village a son propre médecin. Le travail de ce dernier est varié. Il traite non seulement les malades, mais aussi veille à leur établissement et prévient les maladies. Grâce à cela, il peut comprendre les conditions de vie de tous les villageois de ce village. S'il découvre une épidémie, il est capable de la contrôler à temps. La maison de Yi Danzong est très belle. Elle a une petite fille très jolie. Son enfance n'est pas aussi douloureuse que celle de sa grand-mère. Ce Wang Junmei a fait ses études à l'université normale de Beijing et a gagné l'amour d'une pékinoise de sa classe, Zhang Tingfang. Bien que ce Wang Junmei soit d'origine noble, Zhang Tingfang a décidé de l'accompagner pour toujours. La force de l'amour est très grande. À cette époque, malgré les difficultés, je ne voulais que me marier avec lui et je pouvais faire ce sacrifice pour cet amour et pour aller au Tibet avec lui. Depuis leur retour au Tibet, les époux Se Wang Junmei travaillent comme enseignants et participent au développement de l'œuvre éducative au Tibet. Se Wang Junmei a été le premier président de l'université du Tibet. Aujourd'hui, cette institution est moderne. Cependant, les habitudes des époux Se Wang Junmei ne changent pas. Ils aiment se promener main dans la main à l'université. Chaque matin, Palzang présente un hada à cette statue du grand homme. Elle est reconnaissante à ce grand homme. Grâce à lui, le sort de Palzang change. Elle est montée sur la porte Tiananmen et a vu de ses propres yeux ce grand homme. Grâce au Parti communiste chinois, elle n'est plus esclave. Ces dernières années, elle a occupé beaucoup de postes de direction importants. Cette vidéo a été tournée il y a 50 ans. Un cerf porte son seigneur sur le dos car ce dernier préfère monter sur un homme que sur un cheval. Il y a 50 ans, les cerfs du Tibet étaient asservis par leurs propriétaires. Ils n'avaient pas la moindre liberté. Mais cela appartient à un passé définitivement révolu. Au Tibet, tout le monde est libre et égal. C'est le plus grand changement que la réforme démocratique a apporté au Tibet. Voici la famille de Gaizang. À l'âge de 40 ans, elle a brûlé les titres de créance de ses propriétaires.